Dr Régis Lopez, qui est donc médecin somnologue et psychiatre spécialisé dans le diagnostic et la prise en charge du TDAH. Il travaille à Montpellier. Et donc il va nous parler de la sémiologie des comportements du sommeil. Merci Régis. Merci. Oui, on va parler de sémiologie des comportements. Alors, une petite question, parce qu'il y a beaucoup... donc moi je suis psychiatre et somnologue, donc je fais partie des deux équipes. Et souvent quand on a des représentations sur le fait que le cauchemar, alors je sais pas, notamment quand on regarde des films, des séries, on essaie de représenter des gens qui sont en train de faire un cauchemar, on les voit en train de bouger, on les voit en train d'avoir des comportements. Alors oubliez ça, en fait ça n'existe pas. Tout ce que Pierre-Alexis vous a parlé, en fait c'est seulement une expérience. Par contre effectivement il y a des gens qui s'agitent la nuit et on va voir ça résulte d'autres pathologies. Et donc, qui sont des pathologies qui résultent dans des comportements. Et donc, je vais vous présenter, essayer de faire un petit panorama de la sémiologie de ces comportements qui surviennent alors que l'on est en train de dormir. Alors, de quoi on parle quand on parle de comportement au cours du sommeil? Donc, il y a la partie comportement. Alors, c'est toujours difficile de dire c'est quoi un comportement. Je préfère vous dire plutôt de quoi on ne va pas parler. Donc, ça n'est pas les expériences subjectives qui vont être sensorielles, cognitives, qui surviennent au cours du sommeil. En particulier, toute la sphère de l'activité onirique, le rêve, le cauchemar, mais aussi ce délitement de la pensée qu'on a au moment de l'endormissement, on appelle ça la rêverie hypnagogique, des typologies de rêves un peu particuliers. Alors je ne sais pas si c'est arrivé à certains d'entre vous de se réveiller dans son rêve, on appelle ça un faux éveil, d'avoir des hallucinations quand on est sur le point de s'endormir. Alors celui-là, on l'aime beaucoup, c'est le syndrome de la tête qui explose, c'est d'avoir la sensation, sans aucune douleur, mais d'avoir une explosion brutale au moment où on s'endort. Donc c'est pas de ça dont on parle, parce que toutes les personnes qui vivent ces expériences-là, on n'a pas le seul accès à la sémiologie, c'est leur rapport de contenu, de vécu, mais on ne peut rien observer. C'est purement subjectif. Et quand on parle de comportement, on ne va pas parler non plus des troubles moteurs, parce qu'on bouge dans le sommeil. On peut bouger, et notamment de façon pathologique, en ayant des mouvements qui vont se répéter de façon régulière. On appelle ça les mouvements périodiques des jambes. Les personnes qui ont par exemple une maladie des jambes sans repos sont très souvent sujets à ça. On peut avoir des mouvements rythmiques de la mâchoire, des mouvements rythmiques du corps entier. On appelle ça les rythmies d'endormissement, les rythmies du sommeil. Et on peut avoir aussi des secousses musculaires. Ce sont plutôt, on appelle ça des phénomènes moteurs qui ne rentrent pas dans le cadre de ce dont on va parler là aujourd'hui. Et quand on dit comportement au cours du sommeil, c'est pas ce qui se passe la nuit. On ne va pas parler des comportements d'une personne qui souffre d'insomnie, quel est son comportement quand elle est réveillée lorsqu'elle dort. On ne va pas parler des comportements que l'on peut avoir au décours d'un cauchemar, de réveil au cours d'un cauchemar. On va parler de ce qui se passe au moment du sommeil. Donc, quand on parle de comportement d'agitation, parce que ça va être souvent quand même un cadre assez agité d'agitation au cours du sommeil, il faut ouvrir trois cases nosologiques et étiologiques, 4 maladies avec des mécanismes physiopathologiques qui sont différents, qui vont concerner des profils de patients différents, qui peuvent se manifester un petit peu de la même façon, et c'est tout l'enjeu d'essayer de disséquer la sémiologie. Et c'est très important de les séparer, de les identifier, parce que la prise en charge va être différente, ainsi que leur pronostic. Donc, les 4 pathologies que je vais vous présenter, c'est les parasomnies du sommeil lent, vous le connaissez mieux sous le nom de somnambulisme, terreur nocturne, les éveils confusionnels. On parlera du trouble du comportement sommeil paradoxal, qui, comme son nom l'indique, on a des comportements au cours du sommeil ou au cours du sommeil du rêve, le sommeil paradoxal. L'épilepsie hypermotrice liée au sommeil, c'est des formes d'épilepsie très particulières qui sont extrêmement complexes et qui se manifestent non pas que par des mouvements, mais par aussi des comportements. Et quelque chose qui va intéresser les psychiatres aussi, qui est le trouble dissociatif lié au sommeil, une expression très spécifique des troubles dissociatifs qui émergent à partir du sommeil. Alors, le premier cadre nosologique dont je voulais vous parler, donc, c'est les parasomnies du sommeil lent. Et on en reviendra après le détail de la sémiologie, mais donc quand les épisodes parasomniaques sont des épisodes souvent très élaborés, les personnes peuvent se relever, elles peuvent même sortir de leur lit. Un parasomniaque a quasiment tout le temps les yeux ouverts pendant un épisode.
les épisodes ne sont pas stéréotypés, ils ne se répètent pas de la même façon, ils sont souvent très différents. Ils peuvent parfois être longs. Il y a souvent une composante émotionnelle, en particulier dans la terreur nocturne. Et la forme la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle les éveils confusionnels, je vais vous en montrer. Et quelque chose de très spécifique, c'est parasomnie du sommeil lent. Alors, on n'a pas fait de rappel sur la physiologie du sommeil, mais on a deux états de sommeil, le sommeil lent et le sommeil paradoxal. Le sommeil lent, et en particulier ces parasomnies, arrivent au plus profond de ce sommeil lent qu'on a dans le début de la nuit. Donc, majoritairement, les épisodes de parasomnie du sommeil lent surviennent 1 à 2 heures après l'endormissement, au cours du premier ou du deuxième cycle, et plutôt en milieu de cycle, quand notre sommeil s'est bien approfondi. Alors, à quoi ça ressemble? Voici ici le cas le plus classique, c'est l'éveil confusionnel. J'espère qu'on aura le son. Allô, salut. Alors lui, il est au téléphone. Désolé, je réveille du style. Ah, vas-y, on fait. Ça, c'est quelque chose qui est arrivé à peu près à 100% d'entre nous, au moins une fois dans sa vie, en particulier les enfants. Donc, c'est d'avoir un éveil confus, et en particulier donc, à partir du sommeil profond. Ce qui est remarquable quand on enregistre ces patients-là, c'est que, alors vous êtes peut-être pas familier avec l'électroencéphalogramme, croyez-moi, là c'est l'électroencéphalogramme du sommeil lent profond. Et vous l'avez comment? En orange, c'est quand on est pendant l'épisode. Il n'y a pas de réelle différence entre l'activité cérébrale très lente et ample qu'on a en sommeil profond et celle qu'on a pendant un épisode de somnambulisme. Autrement dit, on continue à avoir on a des comportements, un éveil, alors même que le cerveau reste toujours endormi. En fait, les parasomnies du sommeil lent, c'est un terme générique qui regroupe en fait plusieurs entités que historiquement qu'on a séparées et qu'on a aujourd'hui tendance à ramener dans un même syndrome qu'on appelle donc les parasomnies. Mais c'est le somnambulisme, la terreur nocturne et les éveils confusionnels pour le plus classique. Et on a un continuum. C'est-à-dire que je vais vous montrer des épisodes où ça va être difficile de savoir si c'est du somnambulisme ou de la terreur nocturne, parce que souvent les deux vont être associés. Alors on parle de somnambulisme techniquement quand on pose le pied par terre, quand on se lève. Donc c'est la forme avec le plus d'activation motrice. La terreur nocturne, c'est quand on va avoir une activation neurovégétative extrêmement forte et des comportements d'anxiété, de cris. Et donc on a aussi cette composante motrice qui est au premier plan. Et l'éveil confusionnel, c'est souvent des phases plus longues où on n'a pas cette motricité excessive, on n'a pas cette composante émotionnelle longue. Et c'est des épisodes qu'on voit plus, en particulier chez les enfants. Et puis vous avez des formes un peu spécialisées qui relèvent aussi du même mécanisme. Si de façon assez répétée au cours des épisodes, ce que vous faites c'est de vous alimenter, on va appeler ça un trouble du comportement alimentaire lié au sommeil. C'est une pathologie qui est identifiée en tant que telle, mais qui fait vraiment partie de la famille des parasomnies du sommeil lent. Et puis vous avez peut-être entendu parler aussi des sexsomnies, quand au cours de vos épisodes de somnambulisme, vous avez des comportements de nature sexuelle. C'est un terme spécifique, mais qui correspond aussi à une pathologie qui relève du même mécanisme d'éveil incomplet à partir du sommeil profond. Alors, voilà quelques épisodes qui sont tous pris à la maison. On en reparlera à la fin de cette présentation de l'intérêt d'aller enregistrer les épisodes chez les patients. Ah. Alors. Bon, rien de bien extraordinaire, croyez-moi, c'est un épisode de somnambulisme. Tu vas te faire mal, hein? Tu vas te faire mal. Tu vas te faire mal. Alors ça c'est quoi? Ça c'est la terreur. Vous voyez? Ouais. Donc ça c'est un éveil confusionnel. Alors celui-là, vous allez voir, ça parle un peu fort. C'est quoi? Arrête ça de suite! Arrête ça de suite!
te jure, je te fracasse. La vie de ma mère, je te fracasse. Vraiment, bravé. Alors là, je te jure. Vraiment. Tout ça. Maintenant. On a enregistré patient Montpellier. Hein. Ouais. C'était quoi? Arme bouclier. Bouclier. Ultra. Bouclier ultra. Laser. Bouclier ultra. Bouclier ultra. Retournement. Mur. Ultra incassable. Voilà. Et un dernier exemple. Le matériel est costaud, ça va. Je vous montrerai, c'est les caméras de chasse. Pas encore. Bon, vous voyez la richesse sémiologique, il se passe exactement la même chose dans leur cerveau à ce moment-là, et pour autant on va avoir une diversité des comportements qui est très large. Et vous voyez ce dernier patient, il a été à la fois somnambule, il a fait sa terreur nocturne en même temps. Elle a eu des émotions très très fortes, elle est restée dans son lit, mais un éveil confusionnel, terreur nocturne, donc on a des épisodes qui se... et des cadres, en fait, ces cadres nosologiques qui n'ont pas trop de sens sur le... Parce que souvent on va avoir des épisodes mixtes et des patients qui vont faire de temps en temps des terreurs, de temps en temps du somnambulisme. Alors qu'est-ce qui se passe pendant ces épisodes? On pense qu'il s'agit en fait d'éveils qu'on appelle dissociés. Et d'ailleurs les parasomnies c'est vraiment le modèle de ces maladies-là, où vous allez avoir en fait un éveil qui se fait de façon incomplète. Certaines parties de votre cerveau vont se réveiller. Si votre réseau limbique se réveille alors que votre cortex frontal est toujours en train de dormir, vous allez avoir une libération de vos émotions sans aucune capacité de les contrôler. Ça peut être l'expression de la terreur nocturne. Si vous avez votre cortex moteur qui se réveille, votre hippocampe qui est lui toujours en train de dormir, vous allez vous lever, vous allez effectuer des comportements complexes sans aucun souvenir. Donc ça, on le sait au travers de différents types d'analyses, et notamment les plus précieuses, mais qui sont très rares. C'est des patients qui sont candidats à une chirurgie d'épilepsie qui, vous savez, pour préparer la chirurgie, ont des électrodes implantées très profondément dans le cerveau. Et donc, on peut enregistrer des zones très profondes et, par chance, il peut arriver que pendant ces monitorings, on ait des épisodes de somnambulisme ou d'éveil confusionnel, parce que ce n'est pas quelque chose de rare. Et on peut voir, du coup, au même moment, des zones du cerveau réveillées et d'autres qui sont toujours en train de dormir. Ce qui est remarquable chez les personnes qui souffrent de parasomnie, c'est que leur sommeil profond, au cours duquel survient ces épisodes, est un sommeil profond qui est très très fragmenté. Il s'agit là de la représentation visuelle du sommeil, du déroulé d'une nuit, on appelle ça un hypnogramme. Plus vous êtes en bas, plus le sommeil est profond. Et on a normalement on a 3-4 phases de sommeil profond qui sont relativement stables. Les personnes qui souffrent de somnambulisme ou de parasomnie ont un sommeil profond qui a beaucoup de mal à être continu et qui va être interrompu de façon très répétée. Et c'est à l'occasion de ces interruptions brutales du sommeil profond que peuvent survenir ces épisodes de parasomnie. Il est tellement fragmenté et c'est tellement spécifique qu'on peut prédire le diagnostic de parasomnie en quantifiant cette fragmentation du sommeil profond, ces études qu'on a pu faire à Montpellier, chez l'enfant et chez l'adulte, et qui permettent d'aider au diagnostic. Donc pourquoi ce sommeil profond et fragmenté? Pourquoi on se réveille de façon dissociée? Il y a un modèle physiopathologique assez simple qui explique ça, qui repose sur 3 P. Le premier, pour être somnambule, il faut être déjà prédisposé. Et la prédisposition, elle porte sur la génétique. On a à peu près, vous avez un risque qui va être par exemple multiplié par 7 d'être somnambule si vos 2 parents le sont. Les patients qu'on voit en consultation, dans 80% des cas pour les adultes, il y a un apparenté du premier degré qui lui aussi a des parasomnies. Donc il y a une prédisposition génétique forte. Ce n'est pas tout le monde qui peut, entre guillemets, être parasomniaque. Deuxièmement, quand vous êtes sujet aux parasomnies, il va falloir vous mettre dans les conditions pour faire des épisodes. On va appeler ça donc des facteurs de prédisposition, des facteurs qui vont primer, qui vont vous mettre en condition de faire les épisodes. Ça va être le stress. Ça va être la privation de sommeil. La privation de sommeil, ça augmente votre besoin de faire du sommeil profond. Plus le sommeil est profond, plus vous risquez de vous réveiller de façon incomplète. Et aussi toutes les émotions, qu'elles soient
négatives mais aussi positives avant le coucher. L'excitation du match de foot du lendemain peut très souvent favoriser les épisodes. Donc il faut être dans des conditions particulières. Et ensuite, il faut qu'il y ait l'étincelle qui déclenche l'épisode, c'est-à-dire quelque chose qui va réveiller en sommeil profond. C'est souvent le contact physique, ça peut être du bruit, et ça peut être aussi un stimulus interne, comme par exemple des apnées du sommeil. Donc c'est comme ça qu'on comprend la mécanistique des parasomnies. L'autre pathologie, c'est le trouble du comportement sommeil paradoxal. Donc, comme son nom l'indique, ça survient dans le stade du sommeil paradoxal et c'est caractérisé, alors je ne sais pas si vous le savez, quand on est en sommeil paradoxal, pour notamment éviter de mettre en acte l'activité que l'on est en train de rêver, on a un équivalent de déconnexion des motoneurones de notre cortex, qui fait que du coup on est dans un état de paralysie. Et il peut arriver, dans un certain nombre de situations, que cette paralysie, elle cède et que donc on se met à extérioriser le contenu de nos rêves. Donc quand on enregistre des patients où on devrait s'attendre à un tonus complètement plat, on voit beaucoup d'activité musculaire qui est un signe, on appelle ça la perte d'atonie en sommeil paradoxal. Alors à quoi ça ressemble? En voici un épisode. Alors, il rêve de son métier. On va essayer de deviner. Alors il fait quoi? Il est DJ. Vous avez vu, il scratchait au début. Alors, ce qui est remarquable, si on en revient à la sémiologie, c'est que ce patient, contrairement aux autres, il reste dans son lit, il reste allongé dans le lit. Les yeux sont fermés. On a pour ces épisodes-là, alors là c'est un épisode très élaboré, très joli à montrer, mais très souvent on va avoir aussi, et très souvent, des épisodes très brefs, qui correspondent à des secousses musculaires ou un petit cri. Et donc on a tout un continuum de secousses musculaires jusqu'à des comportements très élaborés, qui correspondent à la mise en acte des rêves. Et ces épisodes-là, comme ils surviennent dans le sommeil paradoxal, plutôt en deuxième partie nuit, comme les cauchemars, comme tu le disais Pierre-Alexis tout à l'heure. Si vous réveillez quelqu'un au décours de ces épisodes-là, il sera très largement en mesure de vous dire de quoi il était en train de rêver. À l'inverse de ce que je vous ai montré tout à l'heure, où dans la terreur nocturne, il y a un contenu mental qui est extrêmement pauvre. Comment ça fonctionne? C'est une perte. Quand on est en sommeil paradoxal, donc on a un système qui donc inhibe fortement les motoneurones. Ce système va être dysfonctionnel et la cause la plus fréquente, c'est une dysfonction qui est d'origine neurodégénérative. Et donc on va avoir en fait une dégénérescence de ce noyau qui est là pour maintenir notre atonie musculaire. Et alors ce qui est marrant, marrant, vous montrer des vidéos, mais c'est quand même un diagnostic qui est dramatique. C'est que lorsque vous posez un diagnostic de trouble du comportement sommeil paradoxal chez quelqu'un qui n'a pas d'autres soucis, très souvent, vous allez voir apparaître dans les années qui viennent une maladie de Parkinson ou une démence à corps de Lévy ou une atrophie multisystématisée, donc une maladie de la famille des synucléinopathies. Et donc on est à 90% on appelle ça la conversion vers la maladie de Parkinson au bout de 10-15 ans. Donc ce sont des patients parkinsoniens en puissance. Les patients qui souffrent de maladie de Parkinson très souvent ont ce symptôme-là, mais il s'agit en fait d'un symptôme qui apparaît parmi les premiers dans la maladie, avant les signes évidents que l'on connaît, les signes moteurs. Donc c'est des patients qui sont très précieux en neurologie, puisque ce sont des personnes dont on sait que le risque est imminent de développer la maladie, mais ils ne l'ont pas encore. Donc c'est vraiment des candidats essentiels pour développer des traitements neuroprotecteurs, par exemple. Autre cause, donc le trouble dissociatif lié au sommeil. Donc là, on va avoir des comportements qui sont très très élaborés, très longs, ça peut durer parfois des heures. Ça a un timing assez particulier. Très souvent, on va avoir des épisodes qui surviennent dans les minutes qui suivent la mise au lit.
On peut avoir des comportements qui sont extrêmement violents. Si les somnambules peuvent se blesser, même si les personnes qui ont un trouble du comportement sommeil paradoxal peuvent blesser leur partenaire, les personnes qui ont des troubles dissociatifs se blessent eux-mêmes. Ils ont des comportements d'automutilation. Ça peut être aussi un shift d'identité, hein, comme vous connaissez certainement le trouble dissociatif, je ne sais pas comment on appelle ça, de l'identité, je crois. Et on a aussi voilà, un changement d'identité pendant l'épisode. Alors en voici un pris à la maison. Priscilla. On a souvent des comportements régressifs. Bon, voilà, ça, quand je le montre tout le temps, on me dit c'est l'exorciste, mais ça ressemble voilà, un petit peu à ça, un état un peu de possession. Quand on a la chance d'enregistrer un épisode, on voit en fait qu'il s'agit non pas d'un état de sommeil, mais on a une activité cérébrale qui correspond à la veille. Ce trouble-là, il a été identifié assez récemment en 1989, une première série de cas, et il a été reconnu comme étant un diagnostic à partir de 2005 dans notre classification. Les médecins du sommeil ont leur DSM, ça s'appelle la classification internationale des troubles du sommeil. Et donc à la deuxième édition, le trouble a été intégré comme étant avec des critères diagnostiques qui, pour des raisons dont on pourra discuter, a disparu dans la révision de 2014. Il était prévu que ça soit intégré dans le DSM, finalement ça n'a pas été fait, donc le trouble a un peu disparu. On a notamment essayé de réactiver l'intérêt autour de ce trouble-là en faisant une grosse revue de la littérature de tous les cas publiés et l'apport de nouveaux cas, c'était il y a 2 ans. C'est une situation assez rare de la part du médecin somnologue, c'est-à-dire que des patients qui viennent avec une porte d'entrée de troubles d'agitation au cours du sommeil, il se trouve que c'est à peu près 1% des gens qui viennent nous voir pour des problèmes d'agitation. Alors que par exemple pour le somnambulisme, ça va être dans la moitié des cas, quelqu'un qui s'agite, qui vient chez nous par exemple, c'est des parasomnies du sommeil lent et dans un quart des cas du sommeil paradoxal. Donc c'est des situations qui sont rares et j'aime bien en discuter avec les psychiatres parce qu'ils voient plus de troubles dissociatifs qui se manifestent la journée et qui vont aussi avoir une expérience nocturne. Nous on a la porte d'entrée nocturne qui est quand même plus rare. Alors à quoi il ressemble ? 5 minutes. Oh là, ok. À quoi il ressemble ? Donc des patients, donc c'est souvent des jeunes qui vont avoir un terrain favorisant qui est une histoire, en fait le terrain des troubles dissociatifs avec des histoires de traumatisme le plus souvent, des tableaux du coup de troubles stress post-traumatique et dans la sémiologie des épisodes qui surviennent au moment de l'endormissement, des épisodes longs comme je vous le disais avec souvent des comportements d'automutilation. Juste sur les mécanismes, il est possible que le moment où on s'endort, qui est un moment très particulier, où on ne s'endort pas de façon unitaire, on n'appuie pas sur un interrupteur, on a le cerveau qui progressivement rentre dans le sommeil, il est possible que cet état en fait, de déconnexion soit propice chez quelqu'un qui soit fragile à l'émergence des manifestations dissociatives. L'épilepsie liée au sommeil. En voici un épisode. Ça ressemble à la terreur nocturne que je vous ai montré tout à l'heure. Au début, vous avez vu, on avait des comportements, des attitudes dystoniques, des clonies. Donc, ce qui est caractéristique de ces agitations quand il s'agit d'une épilepsie hypermotrice, c'est qu'on a toujours le même schéma qui se répète. Vraiment ce qu'on appelle des comportements stéréotypés. Il y a ces mouvements anormaux. On a souvent une latéralisation. Et surtout, on va avoir, c'est un enfant qui était venu pour suspicion de terreur nocturne, mais il nous a fait 15 épisodes dans la nuit. Donc on a vraiment beaucoup d'épisodes quand il s'agit d'épilepsie. Je vais passer pour aller plus vite, mais en tout cas, il y a une corrélation anatomo-sémiologique en fonction du lieu, ce sont des épilepsies partielles, et en fonction du site, on va avoir une sémiologie différente. Donc, vous voyez, il y a une richesse très importante de la sémiologie des comportements au cours du sommeil, et donc, ce qu'on va rechercher
face à une problématique d'agitation de comportement, c'est à quel moment ça survient. Est-ce que c'est en début de nuit? Est-ce que c'est 1 à 2 heures après l'endormissement? Plutôt en fin de nuit. Vous avez vu, ça va nous orienter déjà sur le diagnostic. Les modalités d'évolution, est-ce que ça a commencé dans l'enfance? Est-ce que ça a commencé vers la cinquantaine, par exemple dans le trouble du comportement sommeil paradoxal? Des épisodes extrêmement longs vont plutôt nous orienter vers des troubles dissociatifs. Le nombre d'épisodes par nuit, énormément d'épisodes, c'est plutôt de l'épilepsie. Et la variabilité interépisode, ce caractère très stéréotypé, qui va aussi nous orienter sur le plan du diagnostic. La sémiologie cognitive des comportements, la désorientation et la confusion dans les comportements, mais aussi dans les paroles des patients quand ils ont ces épisodes-là. Il y a une amnésie qui va être variable. Dans les parasomnies du sommeil lent, il y a une amnésie souvent complète. Dans les parasomnies du sommeil paradoxal, les gens se souviennent de ce qui s'est passé. L'expression émotionnelle, on a des différents degrés d'expression émotionnelle au cours des épisodes. Les capacités d'interaction, il y a par exemple, dans le trouble du comportement sommeil paradoxal, il est très difficile de se saisir d'objets, de les manipuler. On peut interagir avec des somnambules. Et le rappel d'activité onirique, le type d'activité qui est rappelé s'il y a un rappel d'activité, peut nous orienter aussi. On dit typiquement que le contenu de la terreur nocturne, c'est un comportement qui va vers la fuite, et dans le trouble du comportement sommeil paradoxal, on combat. Autre élément de sémiologie de ce qu'on observe, est-ce que les yeux sont ouverts ou non? Ça va nous orienter sur le diagnostic, ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a des secousses musculaires, des mouvements latéralisés, des attitudes dystoniques, des mouvements cloniques, pour notamment tout ce qui est épilepsie? L'expression vocale au cours de ces comportements, leur complexité, la prosodie, le contenu, tout ça sont des éléments de richesse sémiologique qui vont aussi nous orienter sur le diagnostic. L'agressivité, est-ce qu'elle est centrée, auto-centrée, est-ce qu'elle est vers les autres, dirigée, involontaire? Les blessures, les patients avec trouble du comportement sommeil paradoxal chutent souvent de leur lit. Est-ce qu'il y a des comportements sexuels, des comportements alimentaires? Donc vous voyez, on a une très grande richesse, et puis je vais terminer juste sur comment on fait pour l'étudier tout ça. On pose des questions, et alors la première chose, c'est qu'on l'interrogatoire pour les comportements nocturnes doit se faire le plus possible avec un témoin et le partenaire du lit. Il existe des échelles aussi pour ça. Mais le mieux, alors le top du top, c'est de faire une vidéo polysomnographie, c'est filmer en même temps que vous enregistrez l'activité cérébrale. C'est très compliqué et on a des accès à ces examens qui sont quand même assez longs. Ce qui est très bien, il y a beaucoup de vidéos que je vous ai montrées, c'est les patients qui ont filmé eux-mêmes, donc de demander aux patients de filmer les épisodes. Et puis moi, ce qui me plaît beaucoup, c'est d'installer des caméras, vous l'avez vu, comme ça nous permet d'avoir des belles présentations, d'installer des caméras qui sont des pièges photographiques, qui permettent en fait de capturer un nombre d'épisodes importants de façon systématique pendant plusieurs jours, des fois plusieurs semaines, qui nous permet d'avoir beaucoup d'épisodes et être sûr qu'on n'est pas stéréotypé, de bien caractériser la sémiologie. Voilà, et ce qui va arriver, ce qui est déjà là, c'est de ne plus avoir besoin de l'humain pour dire s'il s'agit d'un épisode de terreur nocturne ou pas. L'intelligence artificielle peut aujourd'hui nous aider à distinguer une terreur nocturne, par exemple, d'une crise épileptique. Désolé, j'ai un petit peu débordé. Merci beaucoup. Vous avez quelques références ici.